Le meurtre de Valentin Crémeau. Valentin Crémeau naît le 5 septembre 1997 et trouve la mort le 28 juillet 2008 à Lagnieu. Le petit garçon de 10 ans, presque 11, originaire de Montalieu dans l'Isère, est en vacances à Lagnieu, une petite ville de l'Ain entre Lyon et Genève. Il s'y trouve dans la maison d'un ami de sa mère. Il n'y sera pas seul. Il s'entend très bien avec la fille de ce dernier. Le soir de sa mort, ils sont invités à un barbecue chez des voisins. Tout le monde est content. On discute, on joue, on mange. Bref, c'est la fête dans la petite ville de Lagnieu. Mais la quiétude du lieu va tourner court. Vers 23h, Valentin sort jouer avec son vélo. Il n'en reviendra jamais. Son corps sera retrouvé lardé de coups de couteau dans une ruelle à quelques mètres à peine de la maison. Les suspects seront interpellés quelques jours plus tard. Un procès aura lieu et un verdict sera prononcé. L'affaire est résolue et pourtant un vide subsiste, car le meurtre de Valentin est un crime sans motif, issu du délire d'un esprit malade. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, c'est une affaire de meurtre sans mobile que je vous raconte, pour que la victime, le petit Valentin Crémeau, ne soit jamais oublié. Les circonstances de sa mort. Nous sommes le 28 juillet 2008 et il fait beau temps à Lagnieu dans l'Ain, autour des 28 degrés, avec quelques orages. Le petit Valentin se balade à vélo à Lagnieu ce soir-là, après une petite soirée barbecue passée chez des voisins. La fraîcheur de la nuit le fait sortir aux alentours de 23h. Valentin s'amuse à vélo. Il descend puis remonte la petite ruelle qui longe la maison de cette ville de 7000 âmes. La ruelle est silencieuse. Personne ne circule à cette heure tardive. Les proches de Valentin et ses voisins, chez qui la soirée a eu lieu, ne s'inquiètent pas de laisser l'enfant seul un soir d'été. 1 heure passe et un silence pesant se pose à nouveau dans la ruelle. Valentin ne revient pas de sa balade. Et ses proches s'inquiètent. Vers minuit, tout le monde le recherche. Son corps est retrouvé sans vie, dans une mare de sang, lardé de coups de couteau, dans une ruelle de la ville. Il est minuit 10, rue de Bramafan. Les secours sont appelés. L'enquête. Les gendarmes sont très vite sur place et l'enquête débute. Au départ, ils pensent à une attaque d'animal. Mais en fait, il n'en est rien. Les secondes constatations feront froid dans le dos. Valentin a été violemment agressé et avec rage. Il a reçu une 40aine de coups de couteau sur l'ensemble du haut du corps, cou, visage, épaules. Il parviendra malgré tout à se protéger par 10 fois. Ses bras et ses mains sont entaillés. La personne qui l'a agressé ne lui a laissé aucune chance de s'en sortir vivant. Elle s'est acharnée sur lui. Valentin parviendra malgré tout à marcher une dizaine de mètres avant de s'effondrer, laissant une empreinte de main couverte de sang sur un portail. Les gendarmes découvrent également plusieurs gouttes de sang à une centaine de mètres à peine de la scène de crime. Les traces de fuite du tueur. Le tueur s'est donc blessé à la main. Ces traces seront analysées et un ADN y sera même prélevé. Il ne matche pas, la personne n'est pas fichée. Des caméras de surveillance permettront même de faire une description du suspect. Car sur ces caméras, on voit un homme courir vers 23h37. 2 témoins, 2 femmes, déclarent également avoir croisé un homme au comportement étrange peu avant 23h. Enquête oblige, les gendarmes sondent la famille. La maison des parents de Valentin est fouillée. Leurs voitures sont saisies. La vie de la famille est passée à la loupe
Rien. Aussitôt suspecté, aussitôt innocenté. Mais la question demeure. Qui aurait voulu volontairement tuer un enfant de 10 ans, qui n'était ici que pour les vacances? Un proche de la famille ou un rôdeur? Par chance, l'enquête va donner très vite des résultats concluants. Car quelques heures avant le crime, des gendarmes vont rencontrer un couple de routards, des marginaux entre guillemets, en tout cas un couple qui n'ont pas la vie de monsieur et madame tout le monde. Ils contrôlent leur identité. Ils se disent pèlerins australiens. Ils s'appellent Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego. Face aux gendarmes, le couple tient des propos étranges, voire très inquiétants. Je cite le procureur. La femme se disait être la princesse des esprits divins, et lui son secrétaire, tous deux en mission divine. Stéphane Moitoiret, 39 ans, et Noëlla Ego, 49 ans, sont deux routards perdus dans une quête. Ils logeaient dans une paroisse à 3 à 4 km du lieu du crime, à Saint-Sorlin-en-Buguet, et sur la porte de la salle, des traces de sang ont été retrouvées. C'est l'ADN de Valentin. Moins d'une semaine après le meurtre, le couple est arrêté en Ardèche, près du Cheylard, où il faisait du stop, à près de 200 km de la scène de crime. Le 3 août marque la fin de leur périple et le début d'une affaire aux tenants et aboutissants auxquels personne ne s'attend. L'homme soupçonné du meurtre, Stéphane Moitoiret, nie le crime. Pourtant, son ADN match. Alors, il n'y a aucun doute possible. Sur la porte du logement, qui leur a été prêté généreusement, on retrouve l'ADN de Valentin. Et l'ADN de Moitoiret est retrouvé sur les vêtements de Valentin. Après plusieurs heures de garde à vue, c'est sa compagne, Noëlla Ego, qui raconte que Stéphane aurait tué Valentin sur le coup d'un délire, d'une pulsion ou d'une volonté étrange de remonter le temps. Le meurtre de Valentin, 10 ans, serait donc un crime gratuit, sans volonté ni but. Une vie sur la route. La vie de Stéphane Moitoiret inquiète. Des investigations sont menées, car le couple de routards aurait pu tuer d'autres personnes sur leur passage. À 16 ans, à la mort de son père, Stéphane se referme sur lui-même et rompt tout lien avec ses proches. À ses 18 ans, il fait la rencontre de Noëlla Ego, 28 ans. Elle est comptable dans un hôpital. Elle se dit voyante et tire les cartes au jeune Stéphane, qui voit en elle une divinité. Le couple restera lié pendant tout ce temps. Noëlla quitte son travail de comptable et Stéphane rompt tout lien avec ses proches. Le couple voyage de ville en ville, se faisant passer pour des pèlerins. Au cours de leur voyage, ils demandent l'aumône et l'hospitalité et tiennent déjà des propos incohérents. Il y a une excellente vidéo de la chaîne Canal Crime qui retrace très bien le parcours du couple, que je vous invite à visionner. Stéphane s'y présente comme toujours comme un pèlerin. Bref, le couple ne fait pas peur. Alors malgré des discours inquiétants et incohérents, les gens leur font confiance et leur ouvrent la porte. Un jour, ils retournent chez la mère de Stéphane et le couple revient avec d'étranges manières. Ils ne mangent pas avec les autres, purifient leur nourriture. Il est même interdit de les toucher et de prendre des photos. Le couple se sent suivi, écouté, persécuté. En 2006 par exemple, ils font croire à un homme qu'ils font partie d'une association armée et que des hélicoptères pourraient atterrir sur le terrain pour leur donner des armes. Inquiétant propos. Stéphane peut aussi se montrer violent, dans ses paroles en tout cas, et peut parfois l'être dans ses actes, mais cela reste anodin, peu fréquent, de ce que l'on sait en tout cas. Bref, après avoir passé quelques jours chez sa mère, ils repartent, et pendant près de 10 ans, plus aucune nouvelle du couple. Le couple est mis en examen et incarcéré pour le meurtre de Valentin. Des suspects, un procès, un crime. Au cours du procès, le scénario du crime se dessine. Valentin se balade seul,
ce soir de juillet 2008. Sauf que Valentin va croiser une personne, un homme qui a une intime conviction que pour remonter le temps, mettre fin à leur mission divine, il faut tuer volontairement quelqu'un. Pourquoi remonter le temps ? On ne le sait pas. Cela vient de l'esprit malade de Noëlla Ego. Ce voyage dans le temps a donc un prix. Une vie doit être sacrifiée. Cette vie sacrifiée au nom de la cause sera celle de Valentin. Valentin est tué, lardé de 44 coups de couteau. Ce soir-là, Stéphane Moitoiret sort de la chambre paroissiale et erre à la recherche d'une personne à sacrifier. Noëlla Ego en est bien consciente, elle ne l'empêche pas, elle sait très bien ce qu'il va faire. Et pourtant, elle ira simplement se coucher. Pendant ce temps-là, Stéphane tue Valentin. Il revient peut-être 1 heure plus tard. Il est couvert de sang et raconte à Noëlla Ego qu'il a tué un enfant qui jouait seul sur les marches pas très loin. Noëlla Ego n'aura qu'une réponse, elle le dispute. Stéphane se lave, place ses vêtements couverts de sang dans un sac. Ils dorment, se lèvent, nettoient la salle et partent. Stéphane va abandonner ses vêtements dans un bois tout proche. Ils font ensuite du stop. Puis Stéphane se débarrassera du couteau qui a servi à tuer Valentin sur les bords du Rhône. Ce couteau sera retrouvé, ainsi que son étui. On y retrouve l'ADN de Valentin et celui de Stéphane. C'est le 5 décembre 2011 que le premier procès s'ouvre. Stéphane Moitoiret est condamné à la prison à vie pour meurtre avec préméditation, assassinat sur mineur de moins de 15 ans avec acte de barbarie. Noëlla Ego est condamnée pour non-empêchement d'un crime, car elle le savait, pour non-dénonciation de crime, soustraction et dissimulation de preuves. Elle est condamnée à 18 ans de prison. Tous deux feront appel. Noëlla veut être acquittée et Stéphane, en tout cas son avocat, plaide la folie. En novembre 2013, second procès. Noëlla Ego est jugée en appel. Elle est acquittée dans l'affaire du meurtre de Valentin, car rien pour les jurys ne la relie au crime. Mais elle est condamnée à 5 ans de prison pour avoir tenté d'enlever un autre enfant lors d'un mariage à Poitiers en 2006. Elle ressort libre car elle a fait 5 ans et demi de détention provisoire. Chose surprenante, le petit garçon s'appelait aussi Valentin. Le couple avait même proposé d'acheter l'enfant, car pour eux Valentin était l'élu. Au procès en appel pour la justice, Stéphane Moitoiret n'est pas fou. Les avocats de Stéphane Moitoiret pointent la dangerosité de l'homme, qui, s'il n'est pas interné, ne sera pas soigné, et qu'après avoir purgé sa peine, contrairement à un internement, il pourra un jour ressortir libre de ses mouvements. Stéphane Moitoiret est condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans, pour le chef d'assassinat, étant donné que le meurtre commis en 2008 était prémédité. Nous sommes en 2023, cela fait donc plus de 15 ans qu'il est en prison, car il faut compter les 5 ans et demi de détention provisoire. En théorie, en 2028, Stéphane Moitoiret pourrait demander une remise en liberté, qui pourra lui être accordée. La maman, les proches de Valentin peuvent enfin débuter un processus de deuil. La peine de prison ne leur rendra pas Valentin, car le mal est fait. Le temps de la reconstruction a commencé pour les proches. Le papa de Valentin s'est éteint en décembre 2017 d'une crise cardiaque. La mort de Valentin, les procès ont eu leurs conséquences. Il faut quand même noter que le couple a sillonné la France pendant 20 ans et que pendant des jours ou des semaines, ils sont demeurés invisibles. Alors la question que l'on se pose, tout naturellement, c'est est-ce qu'il y a d'autres victimes ? Des enfants, des personnes âgées, des personnes vivant seules, des cibles vulnérables et faciles, il y en a plein. Au cours de sa garde à vue, Noëlla Ego avait même raconté que 10 ans avant le meurtre de Valentin, un autre retour en arrière avait eu lieu. Et n'oublions pas
que pour effectuer ce retour en arrière, il faut tuer. Malgré cela, les investigations quant à leur implication dans d'autres crimes ou agressions ne sont pour le moment que pure spéculation. Les gendarmes ont ouvert un pôle d'enquête dédié au couple. Ils ont bougé pendant 20 ans et sont passés dans des centaines, voire des milliers de petits villages français. On pourrait aussi se poser cette question légitime, comme c'est arrivé lors du procès. Noëlla Ego, plus mature que Stéphane Moitoiret, est pour certains la personne qu'il fallait priver de liberté tout autant que Stéphane, qui finalement a rencontré Noëlla Ego dans un moment de fragilité à tout juste 18 ans. Noëlla Ego aurait-elle pris l'ascendant sur Stéphane Moitoiret, car ils ont 10 ans d'écart. Si le papa de Stéphane Moitoiret n'était pas décédé, Valentin Crémeau serait peut-être encore parmi nous. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout, même si celle-ci était très difficile à entendre. Je vous invite à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus crimes et disparitions. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout n'oubliez pas,